Et si votre téléphone vous permettait d'acquérir une fraction d'un palace parisien, d'une œuvre d'art ou d'une start-up prometteuse? La tokenisation répond à cette question avec un grand oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Token Talkers, votre podcast incontournable sur le Web 3.0 et plus précisément la tokenisation d'actifs. Plongez avec nous dans l'univers fascinant de cette technologie émergente et découvrez comment elle révolutionne notre monde, nos finances, notre économie et redéfinit les échanges de valeurs. Chaque semaine, nous accueillons des invités passionnés et engagés, tous animés par une vision commune: rendre ces technologies accessibles à tous. Ils partagent avec nous leurs connaissances approfondies, leurs expériences uniques et leurs perspectives d'avenir. Que vous soyez un professionnel aguerri, un investisseur avisé ou simplement curieux d'explorer cette révolution technologique, Token Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bienvenue sur la chaîne Token Talkers, une chaîne de podcast qui voyage au cœur de la tokenisation. Cette révolution dans le monde des affaires qui est tout simplement en train de bouleverser énormément de secteurs de l'économie. Alors je suis Jean et aujourd'hui nous allons continuer donc ce voyage en parlant de la tokenisation au niveau des startups, des entreprises et de leur levée de fonds. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout car il y a une petite explication bonus, voire même une grosse explication bonus à la fin et elle va vous plaire. Donc commençons tout simplement par réintroduire la tokenisation. Alors, la tokenisation, c'est quoi? C'est un terme effectivement qu'on entend de plus en plus souvent et qui pour beaucoup de gens signifie un petit peu un terme barbare. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment au-delà de ce terme barbare? Alors c'est tout simplement le processus de transformation de droits d'actifs ou même d'un concept en jeton numérique token sur une blockchain. Alors comme ça, on se dit waouh, ça me paraît ultra compliqué, mais bien sûr, on est là pour vous l'expliquer. Alors, un token, ça représente tout simplement une part d'une startup, d'un actif tangible ou intangible, ou même des droits d'utilisation d'un service qui vont pouvoir être échangés sur la blockchain. Prenons un exemple qui va parler à tous. Il existe de vraies sociétés, d'accord, dont les parts sont réelles, mais la représentation numérique de ces parts sont échangées sur les marchés boursiers. Et ben, la tokenisation, c'est exactement la même chose sur tout ce qui ne peut pas être éventuellement introduit en bourse ou même qui va donner la possibilité d'avoir des avantages et qui va pouvoir utiliser un petit peu comme le système des marchés boursiers, de la liquidité, de l'opérabilité, de la facilité de transfert et d'autres avantages, mais pour tout ce qui n'est pas introduit en bourse. Prenons par exemple le cas d'une startup qui ne peut pas être introduite en bourse tout au début. Prenons le cas tout simplement d'une œuvre d'art ou même de l'immobilier. Donc, ça va permettre de prendre les représentations numériques de ces produits qui peuvent être un seul produit, ce n'est pas forcément que divisé en parts. La représentation numérique va être sur la blockchain pour pouvoir l'acheter et la revendre très facilement. Alors, pourquoi il y a tant d'engouement derrière la blockchain? Ah, tout simplement, il y a tant d'engouement tout simplement par rapport à sa puissance. C'est une technologie qui est pour moi la plus grosse révolution technologique depuis Internet. Et donc souvent, c'est associé aux crypto-monnaies, mais ce n'est pas forcément que les crypto-monnaies. C'est important. C'est effectivement, la blockchain a été beaucoup liée aux crypto-monnaies, mais elle est en train de se développer. Elle a peut-être pas commencé de la meilleure des manières parce qu'effectivement, elle est souvent liée à des arnaques ou à de la volatilité, ou même quelque chose qui n'est pas tangible, alors qu'il peut avoir énormément de choses tangibles derrière la blockchain. C'est un petit peu comme internet en 1994-95 où les gens arrivaient sur ce système, il y avait des gens qui s'y étaient mis en avance, qui faisaient des arnaques, des gens qui faisaient des choses bien, d'autres mal. Par contre, avec le temps, elle se développait de plus en plus, internet s'est développé de plus en plus et de plus en plus, de public était sur internet jusqu'au jour d'aujourd'hui où maintenant personne ne peut plus rien faire sans internet. Et ben, la blockchain, c'est un petit peu la même chose, c'est l'équivalent d'internet en 1994-95, mais par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle est vraiment réputée tout simplement pour sa robustesse, sa transparence et son système décentralisé. Ça offre vraiment une alternative séduisante au système de transactions traditionnel et à la gestion des actifs. Ça vous permet tout simplement d'acheter et revendre un actif sans à chaque fois passer par un notaire, un avocat, parce qu'il y a simplement quelque chose qui est très robuste derrière. Alors on s'est dit oui, c'est bien, mais moi je vais passer derrière un avocat, derrière un notaire. C'est pas nous qui avons inventé l'autorisation de le faire, c'est tout simplement
en France, typiquement, inscrit depuis 2017, l'autorisation de pouvoir s'échanger une part de société, d'accord, qui a été tétrisée, de se l'échanger d'une personne à une personne. Donc ça, c'est vraiment déjà la première chose, ça c'est inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis 2017 et c'est autorisé sur la blockchain depuis fin 2019, début 2020. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est autorisé, c'est légal de se l'échanger sur la blockchain. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sécurisé, ça va beaucoup plus vite et les gens commencent à se rendre compte de la facilité de ça. C'est vraiment comme acheter et revendre une part d'une société qui a été cotée en bourse, mais on peut le faire sur plein d'autres choses. Alors, pour mieux comprendre la tokenisation, on va quand même replonger un petit peu dans son histoire et vraiment l'ascension fulgurante et le push énorme qu'il y a eu derrière cette blockchain, notamment liée aux crypto-monnaies. Ça a vraiment commencé par une crypto-monnaie qui est ultra connue, qui est le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie qui a vraiment explosé aux yeux de tous, qui a été aussi une des premières blockchains qui a permis en fait vraiment d'accroître la notoriété au niveau tout simplement du secteur des blockchains. Et donc, ça a commencé tout simplement en facilitant cette méthode de transactions et ça a protégé les données et ça a tout simplement rapidement évolué bien au-delà de l'application de la blockchain et surtout bien au-delà de l'application du Bitcoin. Au fil des temps, la tokenisation a commencé à remodeler le visage financier, offrant à des startups et à des entreprises traditionnelles des moyens innovants pour lever des fonds, diversifier leurs actifs et repenser leur stratégie commerciale. Nous sommes en train de parler d'un marché qui va faire entre maintenant où on fait ce podcast, donc fin 2023 et 2030, un marché qui va faire x16. Alors quand on parle de x16, ça ne veut pas dire que vous tokenisez votre société va faire x16, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est le marché qui va être juste 16 fois plus gros d'ici 2030. D'accord? Donc c'est plusieurs études qui sortent ça. Mais donc du coup, ça va prendre une telle ampleur que là actuellement, c'est un marché qui fait à peu près 1000 milliards, ça va faire à peu près 16 milliards. 16 000 milliards, pardon, c'est juste énorme. Donc, quelle est l'importance pour les startups et les entreprises? En fait, la tokenisation, ça représente une aubaine pour eux. Tout simplement parce que, un, ça va faciliter la démocratisation de l'accès à l'investissement et au financement. Ça va, le fait de tokeniser leurs actifs, ça va faciliter les startups de lever des fonds de manière plus souple. Ça va diminuer les prix comparé aux méthodes actuelles notamment par rapport à de l'equity ou un prêt bancaire. Au jour d'aujourd'hui, quand vous devez lever des fonds, vous devez mettre en place un escroc à compte, les gens déposent l'argent dessus, vous devez passer après par un notaire ou plutôt un avocat, ça va dépendre un petit peu, mais vous pouvez faire bien sûr les deux, qui vont vous prendre des frais exorbitants pour pouvoir juste dire oui, cette personne-là a bien mis tel argent sur votre compte, il est bien propriétaire de telle part, etc. etc. Tout ça, c'est un processus qui est long, coûteux, compliqué et qui ne peut pas éviter les erreurs. Tout ça, ça a tout simplement été automatisé par la blockchain. Donc les gens arrivent, s'inscrivent et achètent directement leur part. Ça offre vraiment un marché beaucoup plus large parce que tout simplement, ça peut même ouvrir les barrières à des investisseurs globaux partout sur Internet, partout dans le monde, qui vont pouvoir accéder à cette opportunité, qui était, inaccessible auparavant. Ça offre tout simplement aussi une liquidité. Tout simplement parce que si demain vous êtes propriétaire, d'une société qui vaut 1 million et que vous devez la vendre, vous devez aller chercher un investisseur qui a 1 million. Donc c'est vraiment pas très liquide. Si demain vous êtes propriétaire d'une part d'une société qui vaut 100 €, si demain vous devez la vendre, vous allez trouver un marché énorme de potentiels acheteurs. D'accord? Forcément, il y a moins d'acheteurs qui peuvent mettre 1 million, il y a beaucoup plus d'acheteurs qui peuvent mettre 100 €. Et donc, du coup, ça facilite l'accès à l'investissement. Ça peut être de l'immobilier, d'œuvres d'art. Là, on parle de start-up et des entreprises, d'accord? Mais c'est pour vous montrer la diversification des possibilités. Et donc, on peut les acheter super facilement, les vendre super facilement, ou même les échanger sous format de token. Ça représente vraiment une révolution dans la manière dont les start-up, les entreprises ou même les individus investissent et gèrent leurs actifs. Alors, que nous réserve l'avenir de la tokenisation? Est-ce
on est vraiment à l'aube d'une ère qui va tout simplement s'arrêter ou est-ce qu'elle va continuer à grandir? Bah, pour moi, elle va continuer simplement à grandir, hein. C'est vraiment pas, une possibilité, c'est une certitude. Ça va continuer à grandir. La tokenisation, ça va plus se limiter, à éventuellement des startups technologiques comme c'était le cas ou à des projets liés à la blockchain, mais ça va se développer de plus en plus à un écosystème de plus en plus grand avec des sociétés qui sont en dehors, bien sûr de la tech et on parle tout simplement d'art, d'immobilier, ça peut être des produits, agricoles, mais c'est vraiment d'autres choses. Il y a plein, 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 plein de choses qui vont pouvoir être tokenisées. Alors, ce n'est que bien sûr que le début et ça va continuer à redéfinir le fonctionnement des marchés financiers en donnant vraiment différentes possibilités. La tokenisation, c'est pas simplement une tendance, c'est vraiment en train de redéfinir le paysage et de devenir une composante bien plus importante pour les startups, les entreprises. Et nous allons continuer à développer ensemble les différents avantages. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Reprenons vraiment les bases de la tokenisation. Donc, ça va effectivement redéfinir le paysage financier, ok. Mais est-ce que c'est le cas pour les jeunes entreprises? Tout simplement, oui. D'accord. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on prend souvent le distinguo entre tokenisation et introduction boursière. L'introduction boursière, ça coûte, je ne sais pas, 2, 3, 5 millions. C'est quelque chose de très cher. Et bien là, vous allez pouvoir le faire avec quelque chose de beaucoup moins cher. Ça, c'est vraiment l'avantage de la tokenisation. Donc, quand vous êtes une jeune entreprise ils voulaient aller faire une introduction boursière, une IPO pour pouvoir toucher plus d'investisseurs, accéder à de la liquidité et tous les avantages des marchés boursiers, ce n'est pas possible. Avec la tokenisation, à partir de 5 000, 10 000 euros, vous pouvez tokeniser votre société, on va y reparler juste après, et vous allez pouvoir toucher un potentiel d'investisseurs et avoir le droit à des choses qui se faisaient que pour les grosses entreprises auparavant. Donc la tokenisation, c'est vraiment une nouvelle voie, pour le financement, contrairement aux méthodes traditionnelles. Vous cherchez de l'equity, un prêt bancaire, bah, vous pouvez tout simplement tokeniser, les parts de votre société et donc ça va vous permettre d'aller lever des fonds directement auprès d'investisseurs qui vont récupérer la part et vont vous donner de l'argent en échange. Donc ces tokens, il y a 2 formats de tokens assez connus. Ces tokens sont souvent créés en format d'ICO, Initial Coin Offering ou STO, Security Token Offering. Alors, on va revenir après sur la différence entre ICO et STO, d'accord? Restez bien jusqu'à la fin, c'est très, très important. Mais voilà, ICO ou STO, c'est dans tous les cas des coins ou des tokens qui représentent bien plus qu'une simple part. Elles vous permettent de vous offrir des droits, parfois des droits de vote, des parts de revenus, des avantages sur cette société, des accès par exemple privilégiés, des produits en avant-garde, des services. Et si cette société prend de la valeur, bien sûr, ça va dépendre si c'est un security token ou tout simplement un coin, mais si cette société prend de la valeur, ça veut dire que votre part va également prendre de la valeur. Donc vous allez suivre un produit, vous allez accompagner un business qui peut-être peut vous permettre, un, de gagner de l'argent et d'investir dans ce que vous comprenez. D'accord? Donc, tokeniser une startup, c'est quoi? Il y a plusieurs étapes, d'accord? Pour une startup, pour une société, peu importe, il y a plusieurs process à mettre en place. On va essayer de les simplifier pour vous donner les étapes un petit peu clés. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est important de planifier et de faire un petit peu son idéal par rapport à sa tokenisation de société. Donc, il faut clairement définir votre objectif de votre tokenisation. Comment les tokens ils seront utilisés? D'accord? Dans votre modèle d'affaires de société, si donc vous aurez besoin d'une STO, d'un ICO, est-ce que vous allez donner des droits de gouvernance? Est-ce que vous voulez plutôt faire de l'equity, de l'obligation, du prêt, du BSA, du RBF et cetera? Vous avez différentes options. Il va falloir savoir si votre société, c'est déjà une société par action, donc si elle va pouvoir être digitalisée directement, si les parts vont pouvoir être tokenisées directement les parts de votre société ou s'il va falloir créer un SPV. Pour le faire, prenons l'exemple d'une part d'une société par action, SAS.
Ça, c'est super échangeable parce que c'est déjà considéré comme une société par action. Vous prenez le cadre d'une SCI, donc dans le domaine de l'immobilier, une SCI, ce n'est pas une société par action et à ce moment-là, vous allez devoir créer un SPV, donc qui est un vrai véhicule, d'investissement, ou un vrai véhicule financier sur lequel les gens vont pouvoir être tétrisés, les parts vont pouvoir être tétrisées, les gens vont pouvoir racheter ces parts, d'accord? Donc il y a différents modèles. Donc dans un premier temps, regardez un petit peu ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Ça, c'est très, très important. 2, vous avez la partie technique. 2 possibilités, soit vous créez votre propre tech, bon je vous le dis d'avance, c'est ultra compliqué, c'est long, c'est difficile, soit vous passez par une société qui peut vous mettre à disposition leur tech en marque blanche ou en marque grise et vous allez pouvoir tout simplement utiliser leur tech pour avoir une plateforme sur votre site internet et les gens, par exemple, sur votre site internet, vous avez accueil, qui nous sommes, et cetera et à la fin, vous aurez investir chez nous et les gens vont cliquer dessus, vont avoir accès à une plateforme qui est toute logotée par vous et vous allez pouvoir, donner la possibilité aux utilisateurs, aux acheteurs, aux investisseurs de venir sur votre plateforme, d'acheter, de revendre les parts super facilement et vous, ça vous donne un visuel de tout ce qui se passe. D'accord? Ça, c'est super important. Donc ça, c'est l'accompagnement technique de la plateforme. Tokeniser votre société et vous mettre à disposition une plateforme où vous allez pouvoir acheter et revendre les parts très facilement, les vôtres, mais bien sûr celles d'autres personnes. Il y a la partie juridique. Donc ça, c'est la partie 3 et quand même super importante. Il faut vous assurer que vos tokens, vos offres respectent la réglementation en vigueur. Est-ce que la récolte des fonds passe bien par le compte de la société cible ou du SPV? Si par exemple, je veux digitaliser une startup et que je lève des fonds sur un compte qui n'a rien à voir avec la startup, bah ça, tout simplement, juridiquement, c'est interdit. Si par exemple, c'est une société cible, un SPV qui a pour objectif de racheter 10% de ma startup, et ben, il faut bien que les gens, quand ils investissent dans le SPV, ça tombe bien dans le compte de la société SPV, d'accord, du SPV. C'est important. Si demain c'est un compte, donc comme on en a parlé, l'escroc à compte, donc c'est un compte séquestre. Quand ça arrive directement dans le compte séquestre de la société, il faut vraiment que ça soit le compte séquestre lié à la société et pas quelque chose qui est à côté. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est cruciale pour éviter les complications légales futures. Et la partie 4, bah, ça va être tout simplement de lancer votre marketing et lancer votre offre de token, pardon, et développer donc une stratégie marketing solide autour de ça. C'est bien de pouvoir tokeniser votre société, mais si vous n'avez pas le marketing derrière, pour vendre vos tokens, pour aller chercher un public, pour lever des fonds et cetera, ça va quand même être limité. C'est pas parce que vous tokenisez que d'un coup vous allez avoir 10 000 investisseurs de plus. Vous allez pouvoir faciliter l'accès à 10 000 personnes en plus, c'est vrai, mais s'ils ne sont pas au courant que vous existez, qu'ils ne sont pas encore au courant que vous êtes en train de faire une levée de fonds, bah, vous n'allez pas les attirer, ils ne sont pas au courant. Je prends vraiment l'exemple, simple et bête, quand on crée un commerce, tout simplement dans une ville, qu'on fasse du marketing ou pas, même si le marketing bien sûr est important, qu'on fasse du marketing ou pas, il y a toujours des gens qui vont passer devant notre commerce. Donc on est dans une rue piétonne, passante, si on en parle ou on n'en parle pas, il y a des gens qui vont passer devant la vitrine, qui vont dire: «Oh c'est sympa, je rentre dedans». Sur internet, c'est pas le cas. Si vous n'allez pas chercher les gens, il y a personne qui va venir vous voir chez vous parce qu'ils ne sont pas au courant que vous existez. Ils vont pas se balader comme ça au hasard et tomber sur votre site. Ce n'est pas comme ça. D'accord? Donc, il y a vraiment 4 étapes. La première, donc c'est la planification et vraiment travailler votre idéal au niveau de la levée, l'accompagnement technique, d'accord, la conformité juridique et le lancement du marketing. Ça, c'est vraiment les 4 points les plus importants quand on fait une tokenisation de société pour après lever des fonds derrière. Donc, il y a des avantages, il y a bien sûr aussi des inconvénients, mais voilà, la tokenisation offre des avantages qui sont compétitifs et qui sont vraiment super importants pour les startups. Elle permet de lever des fonds plus rapidement, avec plus de flexibilité et d'avoir un accès direct à un marché global d'investisseurs. Alors cependant, ce n'est pas sans défi, parce que si vous investissez en format ICO ou si vous faites une STO, ce n'est pas du tout la même chose et vous pouvez avoir plus de risques de volatilité. Si vous faites une ICO, vous allez avoir accès à un marché qui est un peu plus volatile parce qu'un ICO, donc c'est un coin, c'est une crypto-monnaie et forcément, quand vous allez avoir les marchés haussiers et baissiers des crypto-monnaies, parfois cette part va beaucoup plus augmenter que la vraie valeur de la société. C'est la différence vraiment entre STO et ICO et donc du coup, vous allez avoir beaucoup plus de risques, pardon. Donc faut vraiment regarder toujours les avantages et les inconvénients quand vous travaillez, sur ce système et donc c'est là où c'est important, comme on en a parlé juste avant, d'adapter votre stratégie marketing de manière efficace ou pas, de savoir vraiment à l'avance si vous faites plutôt une ICO, STO, donc ça, c'est très, très, très important. Pour les startups qui sont
prête à naviguer dans ce nouveau paysage, la tokenisation, ça offre vraiment d'autres opportunités qui sont exceptionnelles et qui représentent vraiment une évolution majeure dans la manière, de lever des fonds pour les jeunes entreprises qui sont prêtes tout simplement à innover. Imaginez, vous démarrez dans ces secteurs, bah, vous allez être peut-être, je ne sais pas, vous êtes en train de faire une levée de fonds pour une société de food tech, vous allez être une des premières peut-être sociétés dans la food tech à tokeniser votre société. Donc ça va montrer à vos investisseurs que vous avez une idée innovante, que vous êtes prêt à faire des nouveautés, à aller un petit peu plus loin que votre propre secteur d'activité. Et pour beaucoup d'investisseurs, c'est très sexy. Comme vous le savez, souvent, un investisseur, parlons par exemple d'une société en private equity, donc qui va vouloir investir dans votre société, ces professionnels-là, avant d'investir dans votre société, ils vont investir en vous-même. C'est-à-dire qu'ils peuvent, vous allez pouvoir leur dire: «Oui, moi j'ai la meilleure idée du monde». Ce qu'ils veulent voir, c'est savoir comment vous allez l'appliquer, comment vous réfléchissez et qui vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui ont très, très bonnes idées, mais qui ne sont pas forcément sexy aux yeux des investisseurs, et vous avez des gens qui ont pas forcément la meilleure idée. Par contre, ils sont très percutants, très performants. On voit qu'ils rebondissent assez facilement et les investisseurs vont être un petit peu plus ouverts à mettre, de l'argent dans leur start-up parce que souvent, ils investissent plus dans la start-up par rapport à votre vision, plus que par rapport à le réel cas de votre société. Parce qu'une société, elle peut être amenée, surtout dans le cadre des start-up, à évoluer, à changer d'idée. On prend par exemple, je ne sais pas, le cadre de Airbnb qui à la base c'était tout simplement de la location de canapés ou de matelas gonflables dans des appartements, dans des endroits où il y avait des conférences, et aujourd'hui c'est des appartements complets, c'est de la location, pas seulement sur des conférences mais tout le temps, et ça a vraiment complètement évolué. Donc c'est important, toutes les startups sont amenées à évoluer, donc c'est important d'avoir la vision, de l'entrepreneur derrière. Donc ça, pour les startups, c'est leur faciliter bien sûr à la levée de fonds, et donc ça leur permet de naviguer beaucoup plus facilement dans ce secteur. Prenons par exemple la tokenisation dans le cadre des sociétés qui sont un peu plus grandes et les PME. Bah, tout simplement, après avoir, exploré donc, cet impact, on voit vraiment que la tokenisation, c'est pas réservé qu'aux startups. De plus en plus de PME et même de grandes entreprises reconnaissent le potentiel, que ce soit de tokenisation d'actifs corporels, éventuellement comme l'immobilier, ou même incorporels comme des droits de propriété intellectuelle. La tokenisation offre une flexibilité accessible sans précédent. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez tokeniser tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, il faut qu'il y ait quand même une certaine valeur. Vous n'allez pas tokeniser un stylo, c'est peut-être pas forcément le plus utile. Ça vous coûte de l'argent de tokeniser quelque chose. Par contre, ça peut être tout simplement des droits sur une propriété intellectuelle, comme on en a parlé, d'un bien immobilier ou même des droits sur des parts de société. Donc, la tokenisation, ça offre vraiment une diversification énorme. Ces entreprises euh, peuvent aussi, ça peut signifier pour eux une plus grande liquidité de leurs actifs, l'ouverture de différents canaux de financement ou même la création d'une nouvelle forme de relation envers ses clients. Si demain vous donnez la possibilité, par exemple, je ne sais pas, vous êtes une salle de sport, vous êtes une salle de fitness, donc on est vraiment loin de la start-up, hein, on est sur une PME, petite ou grande, hein, ça dépend bien sûr la taille de votre salle de sport. Mais vous êtes sur une salle de sport, une salle de fitness, et vous allez dire: «Bah, moi je, mets à disposition des tokens de ma salle de sport», donc soit en termes de vente investissement pur, soit en termes de royalties, ça on y reviendra après. Et puis donc du coup vous donnez et vous vendez les parts, les tokens liés à votre entreprise. Je suis tout simplement un utilisateur, un acteur de cette salle de sport. Je viens très régulièrement, je suis un des habitués, même si je ne suis pas un habitué, et je vais être propriétaire d'avantages sur cette salle de sport. Je vais avoir la possibilité d'accéder peut-être à plus de services parce que je suis un des copropriétaires de ça. Je vais accéder peut-être à des dividendes parce que si cette salle de sport gagne de l'argent, bah, je vais avoir le droit à des dividendes. Je vais peut-être avoir la possibilité, selon bien sûr la taille de mes parts, d'avoir un droit de vote pour dire, bah voilà, en fin d'année, tous les copropriétaires qui ont des parts de tokens vont avoir le droit de faire une assemblée générale ensemble et de pouvoir dire, bah voilà, là j'aimerais bien ça serait bien qu'on ait une nouvelle machine, ça serait bien que peut-être la salle de fitness standard soit utilisée un peu plus pour faire des cours collectifs, etc. etc. Donc vous allez avoir des avantages qui sont vraiment énormes et ça va pouvoir fidéliser encore plus votre clientèle ou vos clients. D'accord? Donc, si on parle tout simplement, donc ça c'est la partie un petit peu corporelle, mais on peut aussi parler de la partie incorporelle, où ça ouvre vraiment
le marché a des dépôts sur, par exemple, des brevets, des marques. Ça permet aussi aux entreprises de monétiser des actifs de manière beaucoup plus flexible et donc ça ouvre la voie à des investissements fractionnés et à une liquidité accrue. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. Donc si on prend un petit peu, les retours d'expérience, on l'a parlé juste avant de la fidélisation d'un client, mais c'est pas que la fidélisation d'un client sur lequel vous avez des super bons retours de tout simplement d'expérience. Vous avez aussi des meilleurs, retours sur l'intérêt d'un investisseur. Pourquoi? Parce que si je suis un investisseur de cette société, j'ai tout intérêt à aller en parler à droite à gauche, faire de la pub et ça vous permet, en donnant des parts à des gens, d'augmenter votre bouche à oreille, d'augmenter votre réseau et de réseau de manière qualitative, d'accord? Quand vous allez avoir de plus en plus de gens qui défendent votre société parce qu'ils en sont copropriétaires ou ils ont des avantages via un token, bah, ils vont forcément en parler en bien et ça va augmenter votre publicité, d'accord? Donc c'est une plus grande, facilité pour cette partie-là, au-delà de la facilité de la gestion des actifs, d'accord? Et ça va vraiment vous permettre de vous adapter à un marché qui est en constante évolution. Alors effectivement, ça implique des défis, notamment en termes réglementaires, mais bien sûr, si vous travaillez avec des sociétés qui vous donnent la partie, technologique et qui vous accompagnent, ça peut être des avocats ou autres, hein, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter, sur l'adresse mail, team@tokentalkers.com et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc si on veut un petit peu résumer ce qu'on a parlé sur la partie, PME ou grandes entreprises, bah, ça offre tout simplement un moyen puissant de revitaliser ou de diversifier vos actifs et bien sûr, de vous adapter à une stratégie financière. C'est pas seulement un outil, qui est un petit peu joli pour faire beau, enfin voilà, qui est un petit peu joli dans le monde des affaires. C'est pas là que pour faire beau, c'est vraiment un levier de transformation de vos entreprises de toutes les tailles, qui vont vous donner la possibilité de fidéliser peut-être encore plus vos clients. Alors, ce que moi j'aime bien faire comme comparaison, c'est la comparaison entre, une introduction en bourse, donc une IPO, Initial Public Offering et une tokenisation, ICO ou STO. Donc c'est important pour moi, pourquoi? Parce que quand on fait une introduction en bourse, bah, tout simplement, on va apporter de la liquidité, on va toucher des investisseurs qui sont différents, on va être sur les places. Souvent, ça va aussi augmenter notre partie, notoriété, c'est peut-être même un des seuls avantages, c'est de dire: «Waouh, ma société, elle est cotée en bourse». Cependant, vous pouvez avoir exactement la même chose avec la tokenisation. Alors pour pouvoir, vous expliquer encore mieux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite, différence entre tokenisation et IPO, d'accord? Donc on va avancer ensemble et je vais vous expliquer, par exemple, pourquoi il y a des différences sur différents secteurs. Alors, la première chose, la nature des actifs. Une IPO, c'est tout simplement l'émission donc des actions qui représentent les parts d'une grosse société. Vous n'avez pas à aller sur les marchés boursiers pour trouver, par exemple, la boulangerie de votre quartier. D'accord? Ça, c'est très, très important. Avec l'IPO, c'est pas possible. Vous avez que des grosses sociétés qui ont payé des millions pour être, introduites en bourse. La tokenisation, ça représente plutôt des actifs numériques, d'accord? Mais pas forcément que des parts de société. Ça peut être tout simplement des droits sur des actifs, ça peut être, une propriété intellectuelle et cetera et cetera. Donc déjà, la première différence, c'est la nature. Un, vous pouvez avoir sur les marchés boursiers que des grosses sociétés. Sur la tokenisation, vous pouvez avoir des petites sociétés, mais vous n'avez pas que des sociétés. Vous avez des fois des parts d'entreprise, ça c'est super important, mais vous allez avoir aussi de la propriété intellectuelle, de l'immobilier, et cetera. Donc d'accord? C'est vraiment se rendre compte de la différence entre les 2. Donc si déjà on doit comparer, bah, il y a quand même beaucoup plus d'avantages sur la tokenisation que sur une introduction en bourse. L'accessibilité. Alors une IPO, c'est en général réservé à des investisseurs institutionnels, parfois à des particuliers, avec des jolis capitaux. D'accord? C'est vraiment important, c'est qu'une introduction en bourse, il y a des gens qui bien sûr peuvent acheter des parts de Google, Facebook, Amazon, Microsoft, et cetera. Ben, voilà, par exemple les GAFAM et bien sûr bien d'autres et donc du coup pour ça, souvent c'est des parts qui sont très chères ou sinon vous achetez et vous mettez peut-être beaucoup d'argent, mais vous avez une part très significative ou sinon il faut être vraiment un investisseur institutionnel. Donc l'accessibilité grâce, à la bourse, bah, il reste quand même limité. Grâce à la tokenisation, vous avez accès à un public qui est beaucoup plus large, avec des montants, d'investissement qui sont plus faibles. Oui, effectivement, on peut, avoir des actions à partir de 30 €. C'est également le cas à la tokenisation, mais vous pouvez accéder souvent à un public qui est un peu plus intéressé. Pourquoi? Parce que les produits dans lesquels ils vont investir,
les produits dans lesquels vous allez acheter, par exemple, la part de la boulangerie de votre quartier, vous allez la connaître, vous allez la comprendre. Alors pas forcément la boulangère, mais le business model. Quand on vous dit: «Bah, vous allez investir dans des parts de Tesla», il y a pour beaucoup de gens, alors soit ils sont des utilisateurs de Tesla, c'est une très bonne chose, mais parfois ils ne savent pas forcément pourquoi ils vont investir chez Tesla. Tout simplement, on leur dit: «Bah, c'est une société qui est en train de grandir, mets de l'argent chez Tesla, tu vas voir, avec le temps, tu vas gagner». Quand tu, fais de la tokenisation de quelque chose qui est beaucoup plus, tangible, que tu peux voir bien sûr tous les jours ou d'une manière différente, bah, tu as beaucoup plus de facilité à la comprendre, d'accord? Ça c'est quand même, vraiment une base. Prenons un autre exemple, donc on a vu la nature, l'accessibilité. Prenons la partie réglementation. Bon, là, c'est clair. L'introduction en bourse est strictement réglementée par les autorités financières. La tokenisation, c'est différent. D'accord. C'est de plus en plus réglementé. Ça, c'est déjà très, très important, parce qu'il n'y a pas longtemps, ce n'était pas aussi réglementé que ça. Et c'est en rapide évolution. Ça va, dans tous les cas, rattraper rapidement les marchés financiers. Pareil, ça va dépendre de si vous faites une ICO ou une IPO. Une ICO, il faut souvent travailler en PSAN ou être, voilà, avoir des accords en ce sens. Ou sinon, bah, voilà, si vous faites du security token, c'est plutôt PSFP, voire autre chose, parce que c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même actif. D'accord? Mais bon, la réglementation effectivement sur les IPO, parce que c'est très, très long, bah, c'est ultra réglementé et c'est carré. La tokenisation, c'est de plus en plus réglementé, c'est ultra carré, c'est en réglementation, pardon, c'est en évolution rapide au niveau réglementation, donc ça, c'est aussi important de se le dire, c'est qu'effectivement, c'est pas autant réglementé, par contre, ça évolue énormément. Le marché, et ben la liquidité, par exemple, sur les marchés boursiers, n'est pas la même que sur la tokenisation. Alors, effectivement, les marchés boursiers, c'est beaucoup plus liquide que la tokenisation, parce que ça, c'est beaucoup plus vieux, mais vous ne pouvez pas revendre quand vous voulez. C'est-à-dire que si, par exemple, je mets des parts dans une société qui est cotée au CAC 40. Donc, OK, une société qui est cotée au marché boursier français. Je peux acheter et revendre des parts seulement entre 9 heures et 17h30 du lundi au vendredi. C'est-à-dire que si il est le vendredi à 18 heures, que je sais que la société va par exemple perdre en valeur et que je veux vendre, on est le vendredi à 18 heures, je dois attendre le lundi à 9 heures pour vendre ma part. Hein, donc ça, c'est très, très important. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, c'est liquide, mais c'est limité. C'est-à-dire qu'on peut acheter que dans les heures d'ouverture et on peut revendre que dans les heures d'ouverture. Donc ça, il y a quand même énormément de limites. Sur la tokenisation, vous avez accès aussi à un marché qui est mondial, d'accord? Peut-être un peu moins liquide parce que pour l'instant, c'est encore le début. Mais par contre, il fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça augmente quand même la possibilité d'achat et de revente. Donc il y a moins de liquidité parce qu'il y a peut-être moins d'acheteurs. Par contre, il y a beaucoup plus de facilité à acheter ou à revendre. Donc ça, c'est vraiment important parce que l'ouverture des marchés, elle ne se fait pas tout le temps. D'accord, les marchés boursiers, donc là, on a pris l'exemple des marchés boursiers en France de 9 heures à 17h30. Bien sûr, vous pouvez quand même trader et acheter des parts de sociétés en Asie, aux États-Unis, sur d'autres fuseaux horaires. Mais par contre, quand, par exemple, les Wall Street, donc les marchés boursiers aux États-Unis, bah, sont pas ouverts et que vous avez même des parts, même si les marchés boursiers français sont ouverts, vous ne pouvez pas revendre votre part parce que les marchés aux États-Unis et parce que la société dont vous avez acheté une part appartient aux États-Unis, vous ne pouvez pas la revendre. Donc il y a vraiment beaucoup de difficultés. Il y a aussi beaucoup de gens qui parfois peuvent se faire piéger. Le process et le coût. C'est vraiment important de voir la différence entre les deux. Le process pour une introduction en bourse, il est ultra long et ultra coûteux. Ça, c'est vraiment important. On parle vraiment d'un multiple de 500. On en a parlé tout au début, mais voilà, si je veux faire une introduction en bourse, je dois passer par des intermédiaires comme des banques, comme des agents. Souvent, c'est des banques d'investissement, hein, qui facilitent les introductions en bourse ou des agents d'introduction. Et ça, c'est un coût en millions. Hein, vraiment, on peut parler de facile 1, 2, 3 millions minimum. C'est vraiment une fortune. Par contre, la tokenisation, c'est un processus qui est beaucoup plus rapide. D'accord? Là, on parle pas en 6 mois, voire un an. Là, on parle en un mois, voire moins. Et puis, c'est beaucoup moins coûteux. C'est souvent sous les 10 000 euros de faire la tokenisation de votre société. Et ça vous donne un accès à énormément d'avantages. Et puis après, il y a la divisibilité. Effectivement, une IPO, c'est pas divisible. Généralement, on peut pas acheter, on doit acheter soit des grosses parts, mais on peut pas acheter forcément des fractions de parts ou de choses comme ça ou des fractions d'actifs. La tokenisation, bah, vous avez beaucoup plus de facilité à diviser et ça vous permet d'acheter des fractions d'un actif. Donc ça, c'est aussi super important. Donc ça, c'est la différence entre les 2. Maintenant, quels sont les avantages de la tokenisation? Quels sont les avantages du marché, des marchés boursiers? Bon, on en a un petit peu parlé juste avant, mais on va y revenir. Le
premier et pour moi le seul avantage ou le plus gros avantage du marché boursier, c'est tout simplement sa notoriété. C'est tellement vieux comme le monde, c'est tellement, visible depuis très longtemps que ça augmente la crédibilité et donc du coup, ça renforce la réputation et la visibilité pour une entreprise. Ça, c'est l'avantage numéro un. D'accord? Ça, c'est vraiment la crédibilité. Cependant, il y a beaucoup de gens qui disent: «Voilà, bourse, c'est compliqué, c'est volatile aussi, c'est risqué, ça ne m'intéresse pas». D'accord? Donc il y a effectivement le gros avantage qui est la notoriété. Il y a aussi un deuxième avantage qui est l'accès au capital, hein, donc ça permet de lever des fonds beaucoup plus importants. Quand vous êtes une start-up, vous êtes en phase de pré-seed, seed, éventuellement, série A, bah, vous n'avez pas besoin de faire une introduction en bourse. Bon, ça dépend bien sûr la taille de votre série A, mais souvent vous n'allez pas faire une IPO. Par contre, quand vous êtes sur une grosse série B, éventuellement une série C, ou même, bah, après la série C, éventuellement une série D ou une IPO directement, bah, ça vous permet de lever des fonds beaucoup plus rapidement. Vous faites une introduction en bourse et d'un coup, vous pouvez lever énormément de fonds. Si vous êtes une petite société, vous n'avez peut-être pas besoin de lever des fonds en millions, d'accord? Mais quand on parle en millions, hein, ça peut être 100 millions, voire plus. Bah là, à ce moment-là, autant se tokeniser, d'accord? Donc, l'avantage de l'IPO, c'est la notoriété et des accès à des très, très gros capitals très rapidement, ce qui va être le cas dans pas longtemps avec la tokenisation, mais c'est comme c'est un marché qui commence à se développer, qui est déjà très bien développé, mais qui commence à se développer, bah, il lui faut un peu plus de temps. Alors maintenant qu'on a vu les avantages pour une IPO, quels sont les avantages sur la tokenisation, que ce soit ICO ou bien sûr STO? Alors c'est déjà la démocratisation de l'investissement. Ça permet à des investisseurs d'accéder à des produits déjà qu'ils connaissent et à des produits qu'ils ne pourraient pas accéder autrement. Si demain je veux accéder à une startup où le ticket d'entrée est par exemple 1 million, bah, le fait que ça soit tokenisé, ça me permet de rentrer peut-être à partir de 10 €, 100 €, 1 000 €, ça va dépendre un petit peu, de comment il a été divisé. Mais voilà, ça permet vraiment à des petits investisseurs d'accéder à quelque chose qu'ils n'auraient pas pu le faire. D'accord? Et ça permet à aussi vous, start-up, de pouvoir aller toucher des petits investisseurs qui vont être peut-être vos utilisateurs, qui vont, peut-être être votre public et qui vont vous donner vraiment une visibilité différente. La liquidité. Faut quand même vraiment se rendre compte d'un des avantages, numéro 1 de la tokenisation, c'est aussi la liquidité. Ça va faciliter la vente et l'achat de parts. Je suis une start-up, je lève des fonds, donc je fais mon tour d'investissement. OK, donc là, je sais que pendant 6 mois, par exemple, je vais lever des fonds pour aller récupérer 1 million. Une fois que j'ai récupéré mes 1 million, mon round d'investissement est complètement terminé, d'accord? Et on doit attendre mon prochain round d'investissement pour refaire une levée de fonds qui va aussi encore me coûter de l'argent et qui va permettre à mes investisseurs de sortir et à d'autres investisseurs de rentrer. Avec la tokenisation, vous n'avez pas besoin d'attendre un round d'investissement pour laisser rentrer des gens chez vous ou même les faire sortir, d'accord? Je suis un investisseur, je veux rentrer dans une startup. La première question que je vais poser, c'est quoi mon exit stratégie? C'est-à-dire quand vous allez pouvoir me permettre de sortir. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est quand votre prochain round d'investissement? Quand je suis un investisseur et que je passe par la tokenisation, bah, aucun moment, ça c'est de la question, primordiale. Parce que je sais que je peux acheter quand je veux, rentrer chez vous quand je veux et sortir quand je veux. Donc si par exemple je suis aussi une startup, je veux faire un premier round d'investissement, je sais que ce round d'investissement va peut-être me coûter 50 000 €, et qu'après je vais redevoir faire un round d'investissement à 50 000 €, bah, autant digitaliser et pour pouvoir accéder à un investisseur sur, un échéancier différent. Typiquement, quand je lève des fonds en equity sur ma startup, je vais vendre des parts de ma société contre de l'argent. D'accord? Donc imaginons votre société vaut 1 million, vous voulez par exemple lever 100 000 €, donc vous allez vendre 10 des parts de votre société. Prenons vraiment un exemple très, très basique. Vous allez donc vendre 10, vous allez récupérer 100 000 €. Imaginons que vous auriez levé sur quelque chose de beaucoup plus long. C'est-à-dire, vous dites, bah voilà, je vais déjà essayer d'aller récupérer 15 000 €, ma société va prendre un peu plus de valeur, et puis après, je vais aller revendre des parts pour 15 000 €, etc., etc. En attendant, votre société aura pris de la valeur, et ce que vous auriez vendu en pourcentage de votre société contre 100 000 €, bah vous, pour la même somme, vous allez peut-être vendre moins de parts de votre société, et donc du coup, faciliter votre prise de décision parce que vous allez avoir plus de parts et vous n'allez pas trop vous diluer. D'accord? Ça, c'est super important parce que souvent, on se dit, bon, moi, j'ai besoin de beaucoup d'argent, j'ai besoin de 300 000 €. Hop, ma société vaut 1 million. Je vais vendre 30% de mon capital. Par contre, bah, j'ai perdu 30% des parts de ma société. Si vous le levez sur du plus long terme, bah, vous allez vendre des parts sur du plus long terme et au fur et à mesure où votre société va prendre de la valeur,
bah, les parts vont prendre de la valeur. Donc, vous allez de moins en moins vous diluer, ou si vous vous diluez autant, vous allez vendre pour de plus en plus cher. Donc ça, c'est super important. Il y a aussi la transparence et la sécurité. Attention, on parle de la blockchain. Actuellement, il n'y a rien de plus sécurisé au monde. Et donc, ça vous offre une traçabilité énorme et une sécurité qui est folle. Vraiment, la sécurité qu'offre la blockchain et tous les avantages qu'offre la blockchain sont juste énormes. Et puis, une dernière avantage de la tokenisation, c'est aussi le fragment des actifs, hein. Alors, c'est le même cas, bien sûr, sur une société qui est cotée en bourse, mais ça vous permet quand même d'acheter des petites parts d'actifs qui ont souvent une grande valeur. Voilà un petit peu les différences que l'on peut constater entre IPO, donc introduction en bourse, et STO, ICO, qui est tout simplement la tokenisation. Alors souvent, ou peut-être même à la sortie de ça, on va me poser la question, c'est quoi le ICO, STO? Restez jusqu'à la fin de l'épisode, comme je vous le dis depuis le début, on va traiter ce sujet ensemble et c'est très 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 intéressant. Alors, maintenant, il y a la partie technique. Donc là, on a parlé un petit peu des parties marketing, des avantages, et cetera. Parlons tout simplement de la partie technique. Alors la partie technique, déjà, le premier point, c'est tout simplement la blockchain. D'accord? Ça, c'est vraiment le premier point de la partie technique. Il est important de comprendre ce que c'est que la blockchain. Alors, la blockchain, c'est tout simplement, hem un grand registre, l'équivalent d'un registre totalement décentralisé où chaque utilisateur devient une genre de sauvegarde et chaque transaction qui est faite dans un bloc et chaque bloc se met bout à bout et ça devient une blockchain. Donc, chaque bloc est une genre de sauvegarde et si jamais on veut falsifier, tromper euh, ou corriger une information qu'il y a sur cette blockchain, il faut le faire sur au minimum, en même temps, dans la même seconde, 51 de tous les blocs qui ont été faits depuis le début que cette blockchain existe. D'accord? Et de tous les utilisateurs en même temps. Donc autant vous dire qu'il n'y a rien de plus sécurisé au monde. Donc cette technologie, donc encore une fois, qui est vraiment liée aux crypto-monnaies à la base, ça a rien à voir. C'est maintenant, il faut vraiment le séparer des crypto-monnaies parce qu'on peut faire énormément de choses qui ne sont pas liées aux crypto-monnaies. Donc c'est vraiment un registre décentralisé, un registre numérique décentralisé qui enregistre la totalité des transactions de manière sécurisée, transparente et inaltérable. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important. Donc, je reprends encore mon petit exemple, mais chaque bloc dans une blockchain contient un ensemble de transactions qui ont été validées et qui sont reliées par le bloc précédent, formant ainsi une bloc de chaîne, ce qu'on appelle la blockchain. D'accord? Donc la blockchain, ça ne se limite pas à la blockchain Bitcoin ou à la blockchain Ethereum. Il existe énormément de blockchains, d'accord? Et énormément de plateformes qui ont toutes des caractéristiques et des avantages différents. Prenons l'exemple tout simplement des blockchains qui sont les plus utilisées dans le cadre de la tokenisation. Prenons par exemple Tezos et Polkadot qui sont énormément utilisées. Pourquoi? Parce qu'elles se concentrent sur la vitesse des transactions, sur la confidentialité, mais aussi sur l'interopérabilité entre les blockchains, d'accord? Et aussi le coût de transaction. Si par exemple je suis propriétaire d'un Bitcoin sur la blockchain Bitcoin, je dois faire une transaction, ça me coûte des frais de gaz, des fees qui sont assez chers. Sur Ethereum, c'est un petit peu moins cher, mais avec Tezos et Polkadot, c'est encore moins cher. Ça va plus vite, c'est moins cher. Voilà, ça c'est vraiment les avantages. Donc il y a différentes blockchains, il n'y en a pas qu'une. Souvent on peut dire, mais la blockchain, Internet, c'est un peu la même chose. Oui et non, enfin même non. Par contre, ce qui est important, c'est qu'internet, il y en a qu'un, des blockchains, il y en a énormément. D'accord? Ça, c'est vraiment super important. Donc il est aussi important de choisir quand vous tokenisez sa bonne blockchain, mais là, il ne faut pas passer par des prestataires ou par des agents techniques, hein, comme on en a parlé ensemble juste avant, qui peuvent vous accompagner. Bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des besoins. Donc la création et la gestion des tokens, ça, c'est vraiment la clé du processus. Ces tokens qui sont souvent créés par des contrats intelligents, des smart contracts, ont un programme intelligent à l'intérieur du token qui va permettre d'exécuter automatiquement les conditions des accords quand elles ont été remplies. Typiquement, je mets à la vente mon token avec dans le smart contract une validation que ce token est bien échangé d'une personne à une personne quand l'argent a été reçu par la personne ou sur X compte, et ben à ce moment-là, la part, tant que l'argent ne sera pas fait, la part ne va pas aller. Donc ne va pas partir. Donc par exemple, vous dites, moi je vais mettre en vente ma part sur la plateforme de là où je l'ai acheté. Donc on parle d'une société par exemple de fitness.
Je remets ma part en vente sur le site internet de la société de fitness et tant il y a quelqu'un qui vient et qui me l'achète. OK, entre guillemets, «ma part, elle est bloquée», d'accord? Elle est bloquée le temps que la personne n'a pas fait, l'achat, donc le paiement. Donc il l'a acheté, il l'a bloqué, mais il n'a pas encore fait le paiement. Donc il peut faire le paiement par carte, par crypto, il y a différentes possibilités, par virement bancaire si c'est des très grosses sommes et donc là, à ce moment-là, tant que l'argent n'a pas été reçu, la part ne va pas être débloquée, d'accord? C'est ce qu'on appelle les smart contracts, donc on peut mettre dans chaque token un système de smart contract qui va vous donner des possibilités qui sont différentes. Il y a énormément de variétés d'applications qui peuvent être mis là-dedans. Mais en gros, ça vous permet de vous rendre compte un petit peu des possibilités. Donc la représentation numérique de l'actif physique est vraiment très, très importante. Donc quand on parle de token, souvent donc ça dépend si c'est du security token ou tout simplement un utility token. Mais si on parle d'un security token, quand vous prenez un security token, vous avez vraiment un sous-jacent qui est derrière. Ça, c'est vraiment super important et donc la gestion de ces tokens est aussi importante que la création. OK? Faut vraiment s'assurer que les tokens peuvent être échangés, stockés et sécurisés, de manière appropriée. Les entreprises doivent également, réfléchir à la meilleure manière dont ces tokens vont être, utilisés, échangés après la création. Ce qui peut inclure tout simplement, la mise en place d'un marché secondaire ou l'intégration d'autres services financiers. Parce que là, juste avant, je vous ai pris par exemple l'exemple, c'est rigolo, de d'une société de fitness qui va mettre, ses parts à la vente tout simplement pour lever des fonds. Mais une fois que les gens vont vouloir les revendre, il va y avoir par exemple une liste d'attente parce que moi je voulais acheter, mais voilà, par exemple, toutes les parts ont été vendues, j'ai une liste d'attente et puis dès qu'il y a une personne qui remet en vente son token, je vais pouvoir sauter dessus. Je vais pouvoir l'acheter, avant les autres et ça, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Donc le primaire, c'est l'émission, tout simplement de ces tokens et le marché secondaire, c'est la revente des tokens qui ont été achetés par quelqu'un. Parce qu'une fois que vous avez acheté, c'est bien, mais si vous n'avez pas de marché secondaire, donc si vous n'avez pas de possibilité de vente, de possibilité de revente, c'est juste inutile. D'accord? Donc ça c'est vraiment très, très important. Si on peut prendre aussi un autre exemple, c'est la sécurité des tokens et la gestion des données. Alors, je pense que la préoccupation numéro 1 et majeure du secteur de la tokenisation, c'est la sécurité. Alors, comme les tokens représentent souvent des actifs de valeur, ils deviennent donc une cible attrayante pour les cybercriminels. Donc, par conséquence, l'utilisation de ces technologies cryptographiques qui est avancée a permis la mise en place de protocoles de sécurité qui sont rigoureux et une vigilance constante essentielle pour protéger ces actifs. Alors, je vais aussi vous expliquer quelque chose peut-être que les gens ne savent pas forcément. Vous avez donc différents tokens. Vous avez l'utility token, par exemple la crypto-monnaie. Vous avez le NFT, d'accord, non-fungible token, et vous avez le security token, d'accord. Euh, un utility token, à partir du moment où il a été mal transféré, où il a été volé, en gros, vous pouvez plus jamais le retrouver. Donc ça, c'est super important. Donc ça, c'est ce qui se passe par exemple dans un ICO, où il y a des gens qui parfois lèvent des fonds en ICO, et puis après partent avec la caisse, on ne les revoit plus jamais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire très très attention, aussi bien de l'investissement que si vous êtes là où le propriétaire d'une société, il faut faire vraiment très attention à ça. Donc ça, c'est l'utility token, et il y a aussi une grosse volatilité derrière. Il y a le NFT. Alors le NFT, sa force, c'est qu'il n'est pas fongible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être, copié. Quand vous avez un NFT, vous êtes sûr que vous êtes le seul propriétaire de cet NFT. Par exemple, prenons, le cas d'un utility token. Vous avez, par exemple, le cas de Bitcoin, 21 millions de Bitcoin en circulation, 21 millions de Bitcoin qui sont exactement les mêmes choses, avec la même valeur, avec les mêmes droits, vraiment la même chose. Quand vous êtes propriétaire d'un NFT, vous savez que vous en avez un, 2, 3, 4, 10 dans le monde, mais qu'il n'y en a pas dans tous les sens et qu'il ne peut pas être copié super facilement. Donc ça, c'est très important, ce qui augmente la valeur du NFT. Cependant, quand le NFT il est perdu, il est perdu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le retrouver, vous ne pouvez pas le détruire et en recréer un, parce que c'est un NFT, il n'en existe qu'un, et s'il est perdu, vous n'en avez plus d'autres. Et après, on a derrière le security token. Alors, l'avantage du security token, tout est dans son nom. Security token, token de sécurité, donc c'est un vrai titre financier. Donc, le security token représente vraiment une part d'un actif tangible. Je vous prends un exemple. Je suis propriétaire d'une part d'une société,
d'accord? La représentation numérique s'échange sur la blockchain en format security token. Si je perds mon security token, sur la plateforme où je l'ai acheté, on sait tout simplement qui est propriétaire de quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a des smart contracts, c'est ce qu'on parlait juste avant. Donc on sait qui a acheté et a fait la transaction de chaque token à quelle date. D'accord? Si, par exemple, Monsieur Pierre a fait la transaction à une autre personne et a récupéré un token. Si demain, Monsieur Pierre perd son token, il peut tout simplement être détruit et recréé à l'identique pour pas qu'il perde son token. D'accord? Donc ça, c'est très très important et c'est vraiment la force du security token. C'est comme c'est un actif déjà tangible derrière, il n'y a pas beaucoup de volatilité. D'accord? Parce que c'est une vraie part de société. Et en plus de ça, le security token peut être justement détruit et refait parce que c'est tout simplement une représentation numérique de la vraie part. D'accord? Donc, si on voit que ce monsieur Pierre n'a pas fait de transaction ou n'a pas reçu de l'argent et que le token est parti quelque part et que ça ne devait pas être le cas, donc l'ancien token qui a été volé ou perdu va être tout simplement détruit et un équivalent va être recréé. Donc ça, c'est vraiment la force du security token. Et donc, il y a de plus en plus de sécurité au niveau gestion aussi des données. Et ça, c'est aussi un aspect crucial qu'offre la blockchain parce que ça offre plus de transparence, plus de traçabilité et c'est bénéfique pour la confiance et la conformité des utilisateurs. Là, on voit par exemple, donc il y a ce qui se passe sur la blockchain, puis après, il y a la plateforme sur laquelle vous allez mettre à l'achat ou à la vente vos parts, qui centralise beaucoup d'informations. Et ces plateformes-là, il faut vraiment vous dire que c'est juste on va dire un visuel. Ce qui se passe derrière la sécurité, c'est tout simplement la blockchain, mais la représentation visuelle, c'est ce qu'il y a sur la plateforme. Donc on va se dire, oui, mais moi, j'ai un problème, c'est que si par exemple, demain, le cloud ou le data center crame, d'accord, le data center tout simplement de la plateforme crame, comment je fais? Dans tous les cas, tout est sur la blockchain derrière. Donc, c'est pas parce qu'il crame qu'en fait, vous avez perdu votre propriété, bien au contraire. Ça, c'est la première chose. Et de l'autre côté, vous avez la blockchain. La blockchain qui est ultra sécurisée, donc vous avez les informations qu'il y a sur la plateforme, et derrière, vous avez tout ce qui est sécurisé par la blockchain. Donc, c'est pas déjà la blockchain, elle est infalsifiable, ça c'est la première chose. Et donc, du coup, ça vous donne entre guillemets comme une double sécurité. Vous allez vous dire oui, mais comment ça se passe? Parce que c'est sur un data center. Si le data center crame, c'est la même chose. En fait, vous avez un data center, mais quand ça crame, pour perdre la traçabilité de la totalité de la blockchain, il faut que 51% soit complètement détruit. Quand vous utilisez une blockchain qui a des millions, voire des milliards d'utilisateurs partout dans le monde, sur plein de clouds différents, plein de serveurs différents. Certains sont via des ordinateurs, d'autres des téléphones, d'autres des tablettes, plus encore des machines éventuellement de minage ou de sécurisation. Il y a rien qui peut planter tout en même temps. Ou si, il y a tout qui plante en même temps, c'est que le monde s'écroule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est super important. Donc il faut vraiment se rendre compte de cette sécurité qui est liée à l'innovation technologique de la blockchain et de la tokenisation. Donc actuellement, la tokenisation, ça cesse d'évoluer et c'est stimulé en permanence par une évolution technologique constante. Tous les jours, il y a des nouveaux protocoles, il y a des nouvelles versions qui permettent tout simplement à des plateformes de blockchain à émerger à des vitesses folles, à faire des transactions de plus en plus rapides, à des meilleures échelles, avec de plus en plus de facilité pour les gens de les utiliser. Donc c'est un petit peu parallèle un petit peu à l'IA, l'intelligence artificielle, au big data. Voilà, ça commence vraiment à s'intégrer tout ça aussi à la blockchain et ça ouvre les voies sur des applications qui sont de plus en plus sophistiquées et utiles. Donc, si on peut un petit peu résumer ce qu'on a vu ensemble sur la partie sécurité, c'est que les aspects techniques de la tokenisation, c'est vaste et complexe. OK. Cependant, fondamentalement, c'est ultra sécurisé. Si demain, je dois, par exemple, utiliser quelque chose sur Internet, je n'ai pas besoin de comprendre comment Internet fonctionne. Au jour d'aujourd'hui, on utilise tous Internet, on connaît un peu les bases, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. On utilise un site Internet, on n'a pas forcément les connaissances nécessaires pour développer ce site Internet. On fait une transaction via Internet, on ne sait pas forcément comment c'est géré derrière. Et en fait, il faut vous dire que pour la blockchain, c'est la même chose. C'est pas parce que vous utilisez une technologie que vous êtes obligé de la comprendre et de la maîtriser dans tous les sens. Au jour d'aujourd'hui, comme on est au début, il y a tout le monde qui veut savoir comment ça fonctionne pour savoir si c'est sécurisé. Et ça, c'est important. Mais il faut bien vous dire que fondamentalement, c'est pas obligatoire de comprendre la totalité de la complexité du système qu'il y a derrière,
si vous l'utilisez petitement. Donc, vous faites des transactions, vous faites des achats, des reventes et tout. Vous n'avez pas besoin de savoir coder, vous n'avez pas besoin de savoir développer, vous n'avez pas besoin d'avoir la totalité des connaissances de ça. D'accord. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, j'utilise énormément Internet et je ne comprends pas forcément la totalité de comment se développe un site Internet, etc. etc. Et bah, pour la blockchain, c'est la même chose. D'accord. Donc, il faut bien se dire que la blockchain, c'est vraiment le cœur battant de la révolution numérique via notamment la tokenisation. Et donc, ça permet donc de nouvelles formes d'interaction économique et créer de la valeur. D'accord. Je ne sais pas si ça vous permet de vous rendre compte, mais un, c'est sécurisé, deux, ça vous apporte de la valeur et vous n'avez pas forcément besoin de comprendre la totalité des concepts. Ça, c'est important. Donc là, maintenant qu'on a vu toutes ces parties-là, on va attaquer. Donc là, maintenant qu'on a vu la partie technique, on a parlé un petit peu du marketing aussi. On va travailler ensemble encore plus sur la partie économique, juridique, et on va reprendre aussi les bases du marketing. D'accord. Donc, la tokenisation, ce n'est pas seulement une prouesse technique. Ça réinvente également les modèles économiques. Pour les entreprises, cela signifie tout simplement l'ouverture de nouvelles voies pour générer des revenus et financer des activités. Les tokens peuvent être donc utilisés pour créer des systèmes de récompense, des programmes de fidélité ou même représenter une part de revenus futurs de l'entreprise, ce qu'on peut appeler souvent des royalties. De plus, la tokenisation, ça ouvre des nouvelles portes et des nouvelles formes de financement, un petit peu comme le financement participatif. Les ICO, les STO, offrent ainsi une alternative aux méthodes traditionnelles de levée de fonds. Cela permet aux entreprises de se concentrer directement sur leur base d'investisseurs, de fans, de supporters, créant en même temps une communauté engagée autour de leur marque. Donc, d'accord, ça c'est vraiment la partie de la création de valeur du modèle économique. Si on parle du modèle juridique, alors c'est un petit peu différent, mais la tokenisation, malgré qu'elle soit innovante, elle opère dans un cadre réglementaire qui est complexe, mais qui est régulé. Différents pays ont des approches différentes, tout simplement, en manière de régulation. Si vous utilisez, par exemple, la réglementation européenne, en général, vous êtes assez safe, hein. Ça, c'est vraiment important, c'est sécurisé. Et ça permet aussi de déterminer quelles sont les considérations des valeurs, par exemple, mobilières ou non, si c'est une start-up ou pas. Voilà, avec la réglementation qu'il y a derrière, ça vous permet vraiment de pouvoir déterminer si c'est risqué, pas risqué, etc. Ces entreprises doivent naviguer avec prudence dans cet environnement réglementaire qui est nouveau. Cela implique souvent de travailler avec des conseillers juridiques comme des avocats, mais surtout des avocats qui sont spécialisés dans le secteur. Il y a de plus en plus d'avocats qui se spécialisent dans le secteur de l'IA, de la blockchain, parce que c'est quelque chose de nouveau et l'avocat standard n'a pas forcément la totalité des informations pour vous assurer de la conformité et des lois en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de votre société, de vos investisseurs, et puis ce qu'on appelle tout ce qui est la lutte du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. D'accord. Donc ça, c'est la partie régulation. Donc c'est important. On ne va pas aller trop en profondeur là-dessus. On a d'autres podcasts qui vont traiter le sujet juridique. Mais voilà, c'est important de prendre le temps déjà de travailler de manière juridique avec quelqu'un qui va bien vous conseiller, d'accord, et de regarder la réglementation qui est en vigueur. Donc là, il y a dans différents pays, ça peut être des lois qui changent, mais dans l'idée, il y a une grosse base qui est déjà là. Alors, la tokenisation, ça offre également des opportunités uniques dans le domaine du marketing parce que tout simplement, ces tokens peuvent être utilisés comme outils de fidélisation. On en a parlé aussi juste avant. Ça offre un petit peu, même carrément, ça offre aux clients un sentiment d'appartenance et un engagement qui est accru. Quand je suis propriétaire d'une marque, copropriétaire d'une marque, d'une société ou d'un outil, peu importe, c'est le meilleur moyen tout simplement de pouvoir en parler. Et je peux même également, si je suis propriétaire d'une société, ça me permet, par exemple, pour les meilleurs utilisateurs, meilleurs clients, et cetera, de pouvoir les récompenser par rapport à leur participation. Que ça soit via des achats, via le partage sur des réseaux, leur engagement, et je peux les récompenser par rapport à ça. Donc de nombreuses entreprises utilisent déjà des tokens pour mener des campagnes de marketing innovantes qui créent des écosystèmes où les clients sont incités à interagir avec la marque de manière significative. Cela ouvre une voie sur tout simplement sur un marketing qui va être de plus en plus personnalisé et axé sur la communauté. En gros, la tokenisation, ça offre un impact profond sur les modèles économiques et ça va aussi poser des
plus en plus d'opportunités juridiques qui vont être de plus en plus carrées et ça va également révolutionner la partie marketing. Ça ne va pas se limiter à la manière dont les entreprises vont pouvoir lever des fonds, mais ça va transformer également la façon dont elles interagissent avec leurs clients, dont elles gèrent leurs actifs et elles se positionnent sur le marché. D'accord. Donc, dans notre prochaine partie, on va aussi expliquer tout simplement la gestion des risques et la transformation numérique et voilà, ce paysage qui est en constante évolution. Alors, ce domaine peut paraître un petit peu complexe, la gestion des risques, d'accord, et la transformation numérique, mais c'est important qu'on prenne un petit peu de temps ensemble pour vous expliquer cette partie gestion des risques, pardon, et qu'est-ce qui est associé à la tokenisation. Alors, la tokenisation, malgré qu'elle a des nombreux avantages, elle n'est pas sans risque. D'accord. C'est très, très important. Ces risques se manifestent sous différentes formes. Un, la volatilité des marchés financiers, notamment les marchés crypto-monnaies. Si vous faites un ICO et que donc du coup les parts de votre société ou les parts dans laquelle vous achetez sont sous format d'utility token, donc de crypto-monnaie, forcément il peut y avoir une forte volatilité. D'accord. Il y a aussi des défis liés à la réglementation réglementaire. Il y a aussi les risques technologiques comme la sécurité des données et les infrastructures de la blockchain. Cependant, c'est important de savoir quelle blockchain vous utilisez, comment vous l'utilisez et ce que vous faites. Si vous avez quelqu'un qui vous propose un produit sur une blockchain qui est nouvelle un- et qui a créé son propre token sur sa propre blockchain, bah, je vous ai pas envie de vous dire fuyez, mais 99% des cas, voire 99,9999% des cas, ça peut être un scam, ça peut être une arnaque, d'accord? Donc c'est important de savoir quelle infrastructure blockchain la personne utilise, d'accord? Pour des entreprises, comprendre et gérer ces risques, c'est vraiment essentiel pour vous parce que vous allez émettre des tokens en utility ou en security et donc du coup, c'est important pour pouvoir rassurer les personnes que vous avez en face. Ça implique souvent de mettre en place des systèmes de surveillance robustes, donc soit vous passez par un prestataire technique, soit vous le faites, de manière normale et vous allez devoir donc investir dans des solutions de cybersécurité qui sont avancées. Comme je vous l'ai dit, vous avez des prestataires techniques qui vous permettent en marque blanche ou en marque grise de travailler en marque blanche. Donc, je vais faire rapidement la différence entre les deux. Marque blanche, ils vous mettent à disposition un site internet, une plateforme où vous allez pouvoir acheter et revendre. Et la marque grise, l'avantage en plus de la marque grise, c'est que c'est des sociétés qui sont régulées et ils vont vous donner la possibilité de faire la même chose sous un format régulé parce qu'eux, ils vont pouvoir avoir l'autorisation de gérer les flux financiers. Donc ça, c'est très, très important. Si on peut aussi parler, d'autres défis qui sont techniques et opérationnels, c'est la mise en œuvre de la tokenisation, pour, la création aussi de la maintenance de l'infrastructure blockchain qui est liée derrière. Donc il faut savoir qu'elle est ultra fiable, d'accord? Ça c'est on en a parlé, mais vraiment c'est crucial de comprendre ça. Mais c'est aussi important de savoir quels sont les défis techniques et opérationnels derrière. Il faut avoir si vous développez, votre propre solution, il faut avoir une équipe compétente ou travailler avec une société qui a une équipe compétente, d'accord? Parce que la technologie blockchain, c'est pas super simple, d'accord? Il faut quand même bien la comprendre, bien la maîtriser, c'est nouveau et enfin c'est nouveau, hein, maintenant on parle d'une technologie qui a été, pour la première blockchain 2019, hein, notamment le Bitcoin, 2008-2009 pardon. Donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même, nouveau à l'échelle de l'humanité, mais c'est quand même assez vieux, hein, dans l'échelle de la technologie. Donc, il est important de travailler sur cette partie, vous en tant qu'entreprise, hein, sur cette partie technologique, travailler avec des sociétés qui ont une équipe compétente, qui ont un réseau et qui ont une stratégie claire pour l'adoption et l'exploitation de la technologie. Il y a des entreprises qui doivent également être prêtes à évoluer et à s'adapter rapidement au monde de la tokenisation. Et la tokenisation, bah, justement, ça donne la possibilité parce que c'est en constante évolution de pouvoir changer assez rapidement. Vous avez des sociétés qui vous permettent, par exemple, de choisir une blockchain et 1 an, 2 ans après, si vous dites: «Ah bah, il y a une blockchain qui est meilleure», vous pouvez tout simplement changer de blockchain. Il y a des gens qui vous donnent cette possibilité-là, d'autres pas. D'accord? C'est aussi important de pouvoir choisir ce genre de choses. Donc il faut essayer de trouver une solution qui reste agile et c'est la meilleure solution pour tirer le plein potentiel et les différents avantages. La tokenisation, ça ne se limite pas seulement à un outil financier ou un gadget marketing, d'accord? C'est également un moteur de transformation numérique. Elle permet aux entreprises de repenser leur modèle d'affaires, d'optimiser leurs opérations et de créer de nouvelles expériences avec les clients, d'accord? En intégrant la tokenisation,
certaines entreprises vont pouvoir exploiter des données de sécurisation privée, avoir plus de visuels sur les transactions précises, de développer des nouveaux canaux de revenus et d'améliorer l'engagement du client. On en a parlé plein de fois, mais c'est vraiment la base. C'est que vous allez pouvoir, si demain vous faites une levée de fonds, pareil, vous êtes une start-up de sport, un restaurant, vous allez pouvoir fidéliser vos clients, d'accord, et vous allez pouvoir utiliser leur engagement pour pouvoir augmenter, par exemple, la notoriété et le bouche à oreille lié à votre solution. Donc ça, c'est vraiment important. Et qui mieux qu'un utilisateur d'une solution pour faire la promotion de votre solution. Il y a rien de mieux. Donc, si vous prenez tout ça lié aux technologies numériques qui peuvent être, qui peuvent s'implémenter en plus, hein, comme l'IA, le big data, l'internet des objets, l'IoT et cetera, voire même, l'IoB, c'est juste incroyable. Donc, quelques conseils pour faire cette transaction numérique. Alors pour réussir vraiment cette transaction, les entreprises, vous devez vraiment avoir une approche qui est stratégique. Il faut commencer par la compréhension claire de vos objectifs commerciaux, faire une évaluation minutieuse en manière de tokenisation, trouver les meilleurs partenaires et vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse team@tokentalkers.com et nous, on peut vous aider à vous mettre soit en relation avec des prestataires, des partenaires. Ok, on fait juste une mise en relation, mais ça vous permet peut-être de mettre un pied sur, voilà, dans l'écosystème avec des partenaires qui sont fiables. Ensuite, il va être crucial de développer vos compétences en manière d'infrastructure si vous voulez développer vous-même votre propre système, d'accord. Et c'est important aussi de montrer, on en a parlé aussi tout au début, que votre entreprise a une culture innovante, d'accord, qu'elle est ouverte à l'innovation, à l'expérimentation, d'accord. Quand vous êtes une salle de fitness et que vous êtes la première, par exemple, salle de fitness à vous tokeniser en France, c'est ultra sexy. Vous allez trouver, par exemple, des investisseurs que vous auriez jamais imaginé, qui à la base cherchaient peut-être à investir dans le secteur du sport, sous un format token qui sont de l'autre côté de la France ou du globe et qui voulaient investir dans ce projet-là. Et comme vous êtes le premier, ils vont être super contents. D'accord. Donc ça, c'est important. La tokenisation représente vraiment un défi, mais c'est aussi une opportunité dans le cadre de la croissance numérique quand c'est bien sûr bien géré. Donc là, on a fait vraiment un grand tour de pas mal de choses. Et maintenant, on va attaquer une partie qui est un petit peu bonus. Pour moi, c'est vraiment important parce qu'on en a parlé beaucoup de fois ici. C'est la différence entre un ICO et un STO. La différence entre un utility token, un token utilitaire, ou un security token, un token de sécurité. Alors déjà, il y a 2 types de tokens. Donc, l'utility qui donne souvent accès à un service, à un produit, avec derrière une redevance, ce qu'on appelle un royalties. Donc ça vous donne accès à un produit ou à un service, à des avantages sur une plateforme ou éventuellement une future plateforme si elle n'est pas développée. Donc ça, c'est, l'ICO, donc l'utility token. L'STO, c'est complètement différent. Ça vous permet vraiment de faire un investissement dans un actif réel, générant des droits de propriété ou des dividendes. Quand on parle de security token, on parle vraiment de titres financiers. D'accord. Donc, c'est la différence entre les deux. Au niveau réglementation, il y a aussi une différence. L'ICO, c'est souvent moins réglementé. D'accord. On opère dans un marché qui est juridiquement un petit peu plus flou, que le STO, c'est strictement réglementé, c'est considéré donc comme un titre financier, c'est sur les marchés depuis très longtemps et donc il y a des réglementations qui sont autour. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les ICO? Tout simplement parce que c'est plus facile à faire, mais il y a aussi moins de protection pour les investisseurs, d'accord? Parce que c'est plus flou. Les STO et sur la chaîne Token Talkers, on est assez, proche des STO, hein. C'est vraiment quelque chose que l'on met en avant parce que pour nous, c'est beaucoup plus réglementé. Ça permet, beaucoup plus de sécurité pour, les investisseurs et bien sûr pour les entreprises. Donc, si on devrait aussi parler, une fois qu'on a parlé du type de token et de la réglementation, est-ce qu'on pourrait parler aussi des risques? Le risque, bien sûr, sur une ICO, il est beaucoup plus élevé parce qu'il y a moins de protection pour les investisseurs, il y a moins de protection pour les sociétés, mais il y a aussi pas d'actifs tangibles derrière. C'est-à-dire quand vous investissez dans une ICO, vous investissez des droits sur
une startup, mais vous n'êtes pas propriétaire. D'accord. Et ça, c'est super important. Et notamment dans le monde de l'immobilier, et c'est le cas dans le monde des startups, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font la différence, qui disent moi, j'ai acheté des tokens de cette entreprise, je suis propriétaire de l'entreprise. Oui, si c'est un STO. Si c'est un ICO, non, c'est pas du tout le cas. D'accord. Quand vous avez un ICO, vous avez un droit sur des dividendes, mais vous n'êtes pas propriétaire de la société. D'accord. Vous avez un droit sur un avantage, vous avez un droit sur quelque chose, mais le vrai propriétaire de la société, c'est pas vous. Vous avez quelqu'un qui a acheté, d'accord, cette société. Je prends par exemple, je suis propriétaire d'un hôtel, je fais une ICO et je donne des avantages à des gens sur cet hôtel. Mais à aucun moment, ces gens-là sont propriétaires. Je reste le propriétaire et j'ai émis des tokens pour leur donner des avantages. De l'autre côté, si c'est un security token, c'est différent parce qu'ils ont des vraies parts de cette société. C'est-à-dire que là, j'émets un hôtel, j'ai 100% de départ, je fais une ISTO, chaque personne qui achète, ça m'enlève un pourcentage. Donc, je suis de moins en moins propriétaire et eux, ils sont vraiment propriétaires d'un actif tangible qui est derrière. Ils ne sont pas propriétaires d'un droit, d'un avantage ou quoi que ce soit, ils sont vraiment propriétaires de la société. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Il y a une énorme différence entre ICO et STO. On va parler aussi de la cible. Souvent, les ICO, c'est pour un public qui est assez large. Souvent, c'est des gens qui viennent du domaine des crypto-monnaies. Les STO, c'est beaucoup plus des investisseurs professionnels, des investisseurs institutionnels. Ça peut être même des venture capital, etc. Donc, la différence au niveau des cibles des investisseurs, c'est qu'il y en a un qui prend plus un public qui est amateur ou qui est un petit peu connaisseur, mais qui n'est pas professionnel. D'accord. Le STO, c'est plus souvent des investisseurs qui investissent en STO. Pourquoi? Alors, si vous êtes professionnel, rien ne vous empêche, d'acheter bien sûr en ICO. Si vous êtes, un public, rien ne vous empêche d'acheter en STO, d'accord, hein? Faut bien vous en rendre compte. Par contre, vous allez travailler dans un secteur où vous allez avoir plus de professionnels ou plus, de particuliers. Donc c'est pour ça encore une fois que le STO est peut-être beaucoup plus avantageux. Quels sont souvent les différents objectifs d'une ICO ou d'un STO? Alors, un ICO, c'est tout simplement un objectif, c'est lever des fonds pour développer un projet blockchain, un jeu vidéo ou une application. Une STO, c'est différent, c'est offrir un investissement dans un actif tangible ou une entreprise. Quand je lève des fonds pour développer un produit, je ne suis pas forcément propriétaire de ce projet, de ce produit. Et contrairement à l'STO, où quand j'investis dedans, j'ai un actif tangible derrière. Par exemple, si c'est un security token pour de l'immobilier, je suis vraiment propriétaire du bien immobilier derrière. Si c'est un utility token sur un bien immobilier, je vais peut-être avoir le droit d'aller gratuitement dans ce bien immobilier, mais je n'en serai pas forcément propriétaire. D'accord. C'est vraiment la différence d'objectif entre les deux. Au niveau transparence, bon, l'ICO, c'est quand même moins transparent. Ça dépend quand même des informations qui sont fournies par l'émetteur. Si demain je suis propriétaire, donc d'un utility token, je vais accéder aux informations que le propriétaire aura décidé de me donner parce que je ne serai pas le propriétaire, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui va me dire: «Bah, voilà, je donne telle information», mais forcément, ça manque de transparence parce qu'il y a quelqu'un qui va dire: «Bah, moi, je peux protéger des informations» et cetera et cetera. Si vous êtes en security token, vous êtes copropriétaire d'une société. Donc, vous avez le droit en fin d'année à participer aux assemblées générales, au reporting financier. Vous allez accéder à bien sûr la totalité. Alors, vous ne pourrez pas décider selon le nombre de parts pour la société. Par contre, vous allez avoir une visuelle directe. C'est la même chose que pour une société cotée en bourse. Une société cotée en bourse, l'émetteur, donc la société, va devoir être beaucoup plus transparent, va rien ne pouvoir cacher parce qu'en fin d'année, il y a tout simplement le reporting financier qui va tomber. Sur une ICO, en fait, comme il y a personne qui est copropriétaire et que vous donnez juste des avantages, en fait, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, en tant qu'investisseur, encore une fois, je vous préconise plutôt le STO que l'ICO, même s'il y a des ICO qui sont ultra carrés, mais il y a quand même beaucoup plus d'avantages sur le STO. Alors, si on peut un peu résumer tous ces avantages, là, on a vu les différences. Maintenant, on va résumer un petit peu les avantages. Alors, l'ICO, ça permet en fait à des startups de lever des fonds beaucoup plus rapidement. D'accord. Ça permet d'avoir une participation qui est un peu plus globale, donc c'est-à-dire que vous allez accéder à une audience un peu internationale. Le gain potentiel, il est souvent beaucoup plus grand parce que il y a la volatilité qu'il y a derrière, donc ça permet à des tokens d'augmenter rapidement leur valeur.
parce que tout simplement, il y a de la volatilité, mais qui dit augmentation énorme dit bien sûr baisse énorme, hein, ça va dans les deux sens, hein. Quand on est prêt à faire x10, il faut se mettre dans la tête qu'on est prêt à faire diviser par 10, hein, c'est la base de l'investissement et de la volatilité. Et l'avantage de l'ICO, c'est que ça favorise le développement de nouveaux projets technologiques. Donc ça, ce sont les différents avantages de l'ICO. Maintenant, quels sont les différents avantages du STO? C'est la conformité réglementaire. Il y a un cadre réglementaire qui est beaucoup plus gros pour les émetteurs comme pour les investisseurs. Donc il y a une protection pour eux qui leur offre une sécurité au niveau des droits légaux. Et comme on l'a dit, hein, si c'est une security token, il peut être détruit et recréé à l'identique. Si c'est un utility token, il est perdu, il est perdu. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des gens qui créent différents scams parce qu'ils savent qu'ils peuvent récupérer votre part et avoir des avantages à votre place. Security token, ça ne sert à rien. Je pique une part. Allez, éventuellement, le temps que la personne en face s'en rende compte, pendant un mois, pendant 2 mois, je vais toucher des dividendes, OK. Mais après, une fois que le token il est détruit, qu'il revient à son utilisateur, en fait, j'ai tout perdu le reste. D'accord? Donc, il y a quasiment aucun avantage de piquer un security token, de se le faire voler, enfin de le voler ou de le scammer. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi un marché qui est un petit peu plus mûr, d'accord? Les security tokens, c'est beaucoup plus attractif pour les investisseurs institutionnels et accrédités. Pourquoi? Parce que c'est du titre financier et ça existe depuis la nuit des temps, ce qui n'est pas forcément le cas de l'utility token. Et l'avantage dernier aussi du security token, c'est qu'on investit dans un actif qui est réel. On n'investit pas dans un avantage, dans une possibilité. On investit vraiment dans une part réelle d'un actif qui est une société. Donc, la représentation numérique de l'actif traditionnel, ça offre vraiment une liquidité accrue, une efficacité et une sécurité qui est maximum. Donc là, je pense qu'on a fait vraiment le tour de différentes choses et maintenant on va regarder un petit peu c'est quoi l'avenir de la tokenisation, puis faire une petite conclusion autour de ça. Donc, actuellement, l'avenir de la tokenisation, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très prometteur et très excitant. On observe déjà des différentes tendances émergentes telles que l'augmentation de l'intégration de la tokenisation dans différents secteurs traditionnels. Maintenant, on voit qu'il y a des gens qui utilisent la tokenisation dans des grosses marques, hein, Louis Vuitton, dans des marques de montres. Enfin voilà, il y a de plus en plus de gens qui utilisent la tokenisation. C'est aussi une évolution, un secteur en évolution constante au niveau réglementation. Il y a sans cesse de nouvelles technologies qui sont liées. Et là, souvent, les nouvelles technologies, c'est vraiment pour une meilleure efficacité, une meilleure sécurité. Donc ça, c'est vraiment la tendance future, c'est au niveau technologique. Après, il y a de plus en plus d'experts qui s'accordent à dire que la tokenisation, c'est va tout simplement démocratiser encore plus l'accès à l'investissement et donner plus en plus la possibilité à des gens d'investir dans des secteurs qui, à la base, ne le pouvaient pas. Et ça, si je veux vraiment appuyer là-dessus, je pense que c'est peut-être même quelque chose qui va être le plus important quand on sait que le marché donc va être 16 fois plus gros, c'est-à-dire qu'il va toucher 16 fois plus de gens. Et donc, 16 fois plus de gens, vous imaginez un petit peu le potentiel. Et pour moi, pour BlackRock ou pour d'autres, hein, c'est vraiment le futur de la finance, des transactions, et cetera, c'est la tokenisation. C'est vraiment par la blockchain, c'est vraiment la base et le futur. Et donc, quand on veut parler de tendance future et d'impact à long terme, c'est tout simplement cette expansion du marché qui va être soutenue par encore des avancées technologiques et qui va donner la possibilité dans certains domaines de scale beaucoup plus, donc de grandir beaucoup plus vite et de pouvoir travailler sur ces blockchains. Si on peut parler aussi donc d'un impact à long terme sur le paysage mondial, la tokenisation a aussi le potentiel de transformer le paysage mondial. Euh, pour moi, au-delà d'un potentiel, je sais que ça va juste être le futur de tout ça. Et ça va rendre, bien sûr, plus liquide et accessible certains produits qui ne l'étaient pas avant. Si demain, j'habite dans une rue où il y a un joli hôtel, je sais que c'est un hôtel qui fait du chiffre. Et si demain je veux accéder à cet hôtel, il faut tout simplement que je l'achète ou que j'achète une part considérable de cet hôtel. Peut-être 10, 15, 20%, 30% de cet hôtel. Il faut que la personne en face ait envie, il faut aller négocier, etc., etc. Quand j'accède à un marché de produits tokenisés, je peux peut-être acheter tout simplement cet hôtel-là à partir de 100 euros, 200 euros, 300 euros, avoir le droit à des avantages. Si cet hôtel prend de la valeur, ma part prend de la valeur.
D'accord? Ça, c'est super important et ça permet aussi, d'accéder à des produits sur lesquels on n'aurait pas eu cette information avant. C'est-à-dire que je ne sais pas, des fois, souvent, c'est des dossiers qui sont totalement off market. Je ne sais pas que tel ou tel produit va être à la vente. Sur ce genre de marché tokenisé, je peux savoir tel ou tel produit est à la vente et acheter directement des parts quand elles sont disponibles. Et ça, c'est vraiment une nouveauté incroyable. Ça peut conduire tout simplement à une plus grande efficacité donc, des marchés, une plus grande inclusion financière et tout simplement une nouvelle opportunité de croissance pour les investisseurs. Donc, à part ça, donc la tokenisation, ça va jouer un rôle pour moi qui est majeur dans la création d'un système qui est économique, qui est beaucoup plus transparent, équitable et c'est pas que des professionnels ou des gros portefeuilles qui vont pouvoir investir et donc ça va réduire les barrières qui sont à l'entrée pour les investisseurs, mais aussi pour les entrepreneurs qui ne pouvaient pas accéder au marché boursier, mais ils vont pouvoir accéder à la tokenisation. Pour les investisseurs qui ne pouvaient pas acheter n'importe quel produit, alors il y a les produits cotés en bourse, mais on parlait d'un hôtel qui n'était pas coté en bourse et qui maintenant vont pouvoir le faire grâce à la tokenisation. Donc voilà, si on peut regarder un petit peu cette échelle, c'est juste quelque chose qui va être immense. Ça va révolutionner le paysage qui est déjà en constante évolution de la tokenisation et de la blockchain. Ça va impliquer non seulement pour les investisseurs et les gens de se préparer à cette évolution énorme. La réglementation qui va avec est en constante évolution, ça va vous permettre aussi de vous protéger, donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Et il faut se concentrer sur cette construction de partenaires stratégiques si vous voulez tokeniser votre société. Il va falloir trouver des partenaires qui vont pouvoir vous accompagner, vous aiguiller, vous informer. Bien sûr, Token Talkers est l'un d'entre eux et il y en a bien sûr d'autres, donc n'hésitez pas bien sûr à vous renseigner avec qui faire, comment le faire. Dans cet écosystème blockchain qui est la tokenisation derrière et qui est un petit peu nouveau pour tout le monde. Donc restez bien à l'affût de ces innovations et de ces tendances. Donc pour conclure ce chapitre qui est assez intense sur l'avenir de la tokenisation et ce qui est en train de se passer, c'est vraiment quelque chose de lumineux. On est en train de se diriger vers une nouvelle ère de l'investissement de manière numérique, ultra connectée, et la tokenisation va vraiment se positionner comme le facteur clé de la transformation et de l'innovation. Ça va représenter une opportunité inestimable pour les entreprises de toutes les tailles d'entrer dans cette nouvelle ère de l'investissement décentralisé mais aussi numérisé, et donc ouvrir une nouvelle dimension à l'économie numérique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Dans un prochain épisode, on va regarder aussi comment la tokenisation peut être tout simplement un levier de financement pour les startups et les entreprises. Mais voilà, l'idée, c'est de pas de faire non plus quelque chose qui est trop gros. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter sur la plateforme que vous êtes si vous avez la possibilité de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur team@tokentalkers, les deux au pluriel.com, et on se fera un plaisir de vous répondre. On est là pour vous aider, pour vous encourager dans ce nouveau système et vous donner sans cesse des informations qui restent utiles et inspirantes pour vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente nuit pour ceux qui le regardent la nuit, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Token Talkers. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite.